Merci Madame pour votre exposé. On a été ravis de votre exposé. On va laisser le soin maintenant à votre directeur de thèse d'intervenir et de nous ajouter quelques informations, quelques orientations ou bien des observations concernant ce travail. Monsieur le professeur Jamal Akhma, à vous la parole. Donc, sans tarder et sans prendre beaucoup de temps, je tiens à dire, à féliciter en un premier lieu l'impétrante d'avoir mené ce travail avec haut la main une investigation un peu particulière qui a marqué un peu son parcours de recherche. Donc, sans tarder, je dis bien que ce travail a été mené par moi-même avec aussi le concours de Madame Dr Saleh Salehana, qui a apporté aussi un plus et a mis son grain de sel dans ce travail. Elle va dire son mot aussi. Ce travail qui me paraît aussi important, parce qu'il est un sujet d'actualité qu'elle veut ici d'évaluer la qualité de promenade urbaine littorale entre réalité des phénomènes et perception des usagers. Le cas de la promenade des sablettes de la ville d'Alger, la métropole d'Alger. Donc un sujet intense qui veut voir, évaluer, connaître, évaluer et puis dire comment peut-on rendre ces promenades aussi durables. Ce sont là les éléments les mots-clés. Pour cela, Madame Hannoufa a essayé de structurer, en discussion avec le cadre de direction de cette thèse, son investigation, ce chapitre, dont deux chapitres qui traitent un peu des soubassements théoriques pour connaître un peu la promenade, qu'est-ce qu'on entend par promenade au littoral, un lieu attractif, et de la sociabilité et de la convivialité. Donc elle a essayé d'apporter un ensemble de connaissances théoriques et aussi un ensemble de vocables qui sont là pour éclaircir le mot et le concept de la promenade urbaine littorale. Dans un deuxième chapitre théorique aussi, elle a essayé de porter certains ingrédients sur la qualité. Qu'est-ce qu'on entend par la qualité des promenades urbaines littorales? Donc elle a déniché un peu l'information dans l'état de l'art, et elle a trouvé quelques méthodes avec lesquelles elle peut évaluer et elle peut ici aussi orienter la promenade urbaine sur le littoral. Donc elle a sélectionné deux chercheurs éminents qui sont Hadji Lilia et Manah Nabil, qui ont travaillé avec le système d'évaluation GEP. Donc c'est donc le cheval de bataille de cette recherche et le GEP comme outil d'investigation. Bien sûr, on a utilisé trois éléments d'investigation, entretien, aussi observation in situ, et aussi le formulaire de questions. Ce sont là aussi des outils d'aide à l'investigation. Donc, sans tarder sur la construction du cadre méthodologique, elle est allée un peu s'investir sur la présentation du cadre d'étude, du case study. Donc, elle a essayé de mettre sous lumière la ville d'Alger comme un lieu de distraction, de loisirs, donc une promenade qui s'étale sur plus de 120 km. Elle a pris une portion de là, parce que la ville d'Alger était auparavant, avant les années 2000, était une ville enclavée un peu sur elle, parce que le littoral était en grande partie occupé par des équipements et des installations industrielles qui ont un aspect économique. Donc l'orientation de la ville d'Alger en tant que lieu de distraction, de loisirs et de repos a pris une option pour essayer de réaménager la promenade sur le long de 120 km. Donc on a pris certains échantillons pour essayer de voir la situation où on est. Donc on a pris la Sablette comme un lieu de convivialité, Sablette d'Alger comme un lieu de convivialité, et on a essayé donc la Sablette d'Alger, donc évaluer la Sablette sous l'optique de la durabilité avec certains critères. Donc elle a essayé de ramasser à partir de ce outil d'investigation et d'évaluation du GEP une quarantaine d'indicateurs avec 10 indices, et puis elle a essayé d'agréger et de faire des notations pour arriver à des résultats probants. Donc tout cela, cette investigation, avec une démonstration scientifique
qui a démontré que sur la question qu'elle a posée en avant, comment peut-on améliorer la situation dans la promenade littorale des Sablettes afin de la rendre durable. Donc ces outils d'investigation lui ont permis de faire une démonstration avec des résultats probants qui sont là, fondés sur plusieurs aspects, notamment mobilité, accessibilité, aménagement, composition urbaine et aussi aspect environnemental. Tous ces éléments lui ont permis de mettre sur l'optique cette situation de la promenade de la Sablette d'Alger. Comment donc peut-on intervenir afin de la rendre durable et de la préserver pour assurer la satisfaction des usagers qui nous paraît un peu au-dessous de la moyenne en ensemble d'investigations. Donc il est temps de revenir un peu sur les acteurs et les intervenants pour les orienter afin de trouver des solutions à ce degré d'insatisfaction des usagers et d'intervenir afin de rehausser le degré de convivialité des usagers au niveau de cet espace de littoral. Donc ce sont là les quelques éléments sur lesquels s'est fondée cette thèse. Et pour rendre cette thèse plus probante et la promouvoir, donc on a bien voulu le cadre l'ensemble de directoire de cette thèse, d'apporter un jury d'évaluation, de lecture scientifique de cette thèse. C'est pour cela qu'on a fait appel à un ensemble d'enseignants de rang magistral, que ce soit de notre département ou des universités algériennes, commençant par le professeur Mohamed Issa, notre invité de marque aujourd'hui, il a à peu près 40 ans dans l'université algérienne, qui connaît de bout en bout les aménagements et l'espace public afin de faire sa lecture. Aussi le docteur Sharaïti Mohamed, qui est là parmi nous, qui va aussi faire sa lecture, sans oublier notre étoile montante Djouad Fatima Zahra, docteur au département d'architecture, pour aussi faire sa lecture et comment elle voit cette recherche sous la direction et sous les alouettes du président du jury, professeur Lazari Youssef. Donc il est là pour essayer de donner plus d'informations sur cette thèse et le déroulement de cette recherche. Je donne la parole à ma consoeur, Dr Salih Salahina, pour apporter encore plus d'informations dans cette thèse. Merci. Merci, professeur Alkman. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président du jury, je vous remercie sincèrement d'accorder votre temps pour évaluer la thèse de la doctorante Hanouf Nada. Le parcours de cette étudiante jusqu'à cette soutenance a été marqué par des défis et des efforts, pas très constants souvent, mais pour répondre aux exigences académiques. Elle a travaillé avec dévouement pour contribuer de manière significative au domaine de la recherche. Malgré les limites inhérentes à toute recherche, je crois en la valeur de ce travail dans le domaine émergent de l'aménagement des promenades urbaines en front de mer en Algérie. En effet, c'est un sujet qui revêt une importance particulière tant sur le plan local que mondial, car les espaces de promenade urbaine sont des éléments essentiels du tissu urbain, offrant des lieux de loisirs, de détente et de convivialité. Dans un contexte où les zones côtières sont de plus en plus confrontées à des pressions liées à l'urbanisation et au développement économique, la préservation et la valorisation des promenades en front de mer revêtent une importance capitale. Donc, d'un point de vue global, l'étude de l'aménagement des promenades en front de mer revêt une importance croissante dans un contexte marqué par l'urbanisation rapide et les défis liés au changement climatique. C'est un point d'ailleurs que l'étudiante a soulevé et qu'elle a ouvert en perspective pour la continuité de la recherche dans ce domaine. Voilà, ces espaces sont non seulement des lieux de loisirs, mais également des éléments clés de la résilience urbaine face aux risques naturels et aux changements environnementaux. En tant que tel, l'exploration des pratiques d'aménagement durable, telles que réalisées par l'étudiante, peut fournir des enseignements précieux et des solutions innovantes pour les villes côtières du monde entier confrontées à des défis similaires. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et de votre considération envers ce travail. Merci, monsieur professeur Jamal Alkman, ainsi que à madame Salah Salahina pour ces éclaircissements. Maintenant, je vais donner encore la parole à une experte, c'est madame Jouel. Vous avez la parole pour docteur Jouel, pour intervenir. Merci.
Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens d'abord à remercier la candidate. J'ai sincèrement apprécié l'effort fourni durant l'élaboration de cette thèse de doctorat. Donc, la pertinence et l'importance de ce travail émergent déjà depuis le titre, car la qualité de la promenade urbaine littorale est un enjeu stratégique dans la recherche d'une image urbaine attractive. En outre, l'aménagement des fronts de mer devient une priorité de premier rang pour afficher la contemporanéité des villes. D'autre part, le domaine d'application choisi pour étudier cette question, à savoir celui de la promenade des Sablettes située au centre de la baie d'Alger, formant un nouveau souffle aux usagers comme un lieu de divertissement et de détente, vient donner davantage d'importance à cette recherche, car le choix s'est porté sur des multiples critères scientifiques. L'aspect spatial est observé par la qualité de la conception de la promenade urbaine et l'aspect social basé essentiellement sur une insatisfaction des usagers envers la qualité perçue. Toutefois, il est important de noter que la question de concevoir des promenades urbaines littorales tout en assurant l'attractivité visuelle et le confort urbain nécessite d'assurer la qualité spatiale de la promenade elle-même et de son environnement paysager. Donc, la candidate a démontré la faisabilité des propositions qu'elle avance, non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue pratique. Pour la méthodologie, donc, via une démarche méthodologique inductive, l'MP30 a opté pour deux parties. Une première partie qui se présente un référentiel théorique et méthodologique, et une deuxième partie plutôt pratique dans laquelle elle aborde son cas d'étude proprement dit, en deux étapes. Premièrement, via une démarche qualitative où nous avons utilisé, elle a utilisé trois outils, l'observation in situ, l'entretien et l'analyse de contenu, l'utilisation de l'observation in situ comme première technique avec comme objectif la compréhension des caractéristiques physiques et sociales de la promenade des Sablettes. L'entretien était utilisé comme technique complémentaire à la première. Il a été destiné aux acteurs responsables pour collecter de façon synthétique diverses informations sur l'espace de la promenade étudiée. L'analyse de contenu des documents a été utilisée en parallèle aux deux techniques précédentes pour sélectionner les caractéristiques de qualité dans les espaces de promenade littorale. L'approche quantitative vient comme seconde étape pour évaluer la qualité de la promenade des Sablettes en utilisant deux outils, la méthode KEP et le questionnaire. L'évaluation objective a été effectuée par la méthode KEP contextualisée qui contient une grille multicritères permettant le calcul de 40 indicateurs des critères synthétiques et un indice global de la qualité qui montre le degré de réussite du cas d'étude par rapport au seuil de performance. Dans l'ensemble, le travail est cohérent. Les 7 chapitres sont organisés en deux parties. Ils sont traités d'une manière progressive afin d'atteindre avec précision les objectifs assignés à cette recherche et pour pouvoir enfin apporter des réponses adéquates à la problématique visée. Pour les sources et les ouvrages, donc la doctorante a utilisé un nombre acceptable de références bibliographiques pour la réalisation de cette thèse de doctorat en architecture. Les articles scientifiques semblent être satisfaisants et bien exploités dans le corps du manuscrit de la thèse, tout en faisant référence des articles récents. Toutefois, il était préférable d'organiser la bibliographie en catégories, articles, ouvrages, etc. Pour les résultats de leur recherche, donc, l'approche retenue par la candidate a été faite selon deux niveaux, l'évaluation objective et l'évaluation subjective, donnant des résultats suivants, des résultats satisfaisants qui sont avec ressemblance à ceux déjà constatés par d'autres chercheurs. Pour la conclusion aussi, un travail scientifique concluant traitant avec détail les paramètres du sujet de la thèse et les facteurs sélectionnés par la doctorante. Donc, les résultats sont satisfaisants. Pour la publication, donc, le contenu de la publication s'inscrit dans le contexte de la thèse. Quelques observations complémentaires. Donc, dans la partie théorique, vous avez développé une section sur les caractéristiques du design de la promenade littorale que j'ai bien appréciée et j'aurais souhaité
c'est vous l'avez adopté dans la partie analytique pour étudier avec une approche architecturale la promenade en tant qu'espace physique et évaluer ensuite la qualité de l'espace et son impact sur l'attractivité de l'image urbaine de la ville. La deuxième remarque, c'est qu'il faut préciser le type d'attractivité. Attractivité visuelle, attractivité paysagère, attractivité économique, etc. Une deuxième remarque, c'est pour l'évaluation de la perception des usagers. À mon avis, l'évaluation ne se fait pas à travers seulement un questionnaire, mais beaucoup plus à travers une approche, comme l'approche d'Akib Nlaj, ou bien tu fais des photos, etc. Les usagers, les photos, des sections, où tu fais est-ce que tu veux etc. Mais pas uniquement un questionnaire. Et merci. Merci, monsieur. Merci Madame Jouada pour ces éclaircissements, pour ces observations aussi très pertinentes, surtout concernant l'approche architecturale. C'est important, très important. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Chaïtia Mohamed pour d'autres observations, d'autres remarques, si c'est possible. Merci Monsieur le Président. Je félicite la candidate d'avoir fourni tous ces efforts, tout ce travail pour ce sujet très important et très complexe en même temps qui parle d'espace public. C'est un sujet très complexe. Sans s'étaler sur la présentation de ce travail qui a été déjà présenté par mon collègue, c'est un travail bien structuré. C'est des résultats très performants pour moi, je les considère. Mais j'ai néanmoins quelques observations pour ce qui concerne le document qui nous a été remis, qui est votre thèse. C'est-à-dire, je vais vous donner quelques observations, prendre en considération pour peut-être, c'est des avis, pour ce qui est de l'aménagement de la sablette. En parlant de l'historique, en abordant l'historique de ce projet-là, il y a une omission, à mon avis, du grand projet d'Alger, du GPI. Alger, la capitale du XXIe siècle. C'est ce projet de 1997 qui a débuté à l'aménagement des baies d'Alger. Les 6 aménagements proposés à Alger. Dans la page 90, cette thèse, vous évoquez les raisons économiques de l'abandon de ce projet. Il faut s'étaler, il faut aller plus loin pour voir les raisons pour lesquelles on a abandonné ce projet de 1997, GPU, Grand Projet Urbain d'Alger, capitale du XXIe siècle. Il y a un tableau, page 92, qui à revoir, parce que s'il n'est pas lisible, le tableau, page 92, il y a un tableau. D'accord? Page 92. Les sources, les informations dans ce tableau proviennent normalement de la DTP et de la LIC, n'est-ce pas? Pas de l'auteur. Les informations dans ce tableau proviennent d'une structure officielle. Ce n'est pas de vous. Pour les thèmes cibles de l'agenda 21, il faut préciser ces thèmes-là dans cet agenda 21 qui s'insèrent dans le travail que vous proposez pour ces promenades-là. Il faut préciser. Je préfère la précision. Il y a une absence d'un tableau, page 108, un tableau 5-10, il n'existe pas. Il faut vérifier. La grille multicritère d'évaluation de la qualité des promenades urbaines littorales. Je préfère parler de démarche, de méthode, plutôt que de modèle à reprendre pour les projets futurs des promenades algériennes, parce qu'il y a toujours des spécificités et des cas. Il ne faut pas figer votre travail vers un modèle. On ne travaille pas en architecture avec un modèle pour l'urbanisme, mais plutôt avec une démarche
une méthode, une manière qui peut être adaptée selon les cas, n'est-ce pas? Et merci. Merci, monsieur le docteur Shaït Mohamed. Maintenant, je pense, donner la parole au professeur Aïssa Hamoud et on attend de lui quelques aussi observations ou bien quelques orientations. Allez-y, monsieur le professeur. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Badi al-bid'. Je tiens à remercier votre encadreur, professeur Atma, pour son invitation et d'avoir m'associé à ce honorable jury afin de débattre cette production, cette thèse qui entre dans le cadre de l'obtention du doctorat 3e cycle. Je remercie aussi, honorable assistance, Mohamed Bikam. En commençant, je vais féliciter la doctorante pour son exposé. Je dirais sur le plan expression, c'était vraiment facile, mais vers la fin, ça me hinia. C'est-à-dire, on peut parler, vous pouvez l'éviter puisque vous allez être, par exemple, dans différents jurys, pourquoi pas encadrer, Inch'Allah. C'est que la dernière partie de votre exposé, surtout le volet, la conclusion, c'est-à-dire à ce stade-là, c'est-à-dire pour un doctorant, il doit maîtriser deux choses. La première, c'est la synthèse, hein. Le deuxième, c'est la communication. Et dans la communication, on trouve aussi la synthèse, par exemple, de votre document. La conclusion, c'est toujours à partir de mon humble avis, c'est que, c'est-à-dire, au lieu de synthétiser les différentes parties, les différents indicateurs, et ne pas lire le paragraphe qui existe déjà au niveau de la problématique dans le manuscrit. C'est juste une petite parenthèse. Mais au départ de l'exposé, c'était bien, c'est-à-dire toutes les parties de votre thèse ont été synthétisées. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire l'exposition, la conclusion. J'espère que... voilà, moi j'ai l'habitude de faire mon intervention dans ces jurys-là sur deux phases. La première, c'est de mettre en exergue votre travail, le travail du candidat. Et le deuxième, c'est de passer aux remarques décelées au niveau de l'évaluation de votre document. Regardez, c'est vrai qu'on est devant une problématique d'actualité, ça il faut le dire, parce que, c'est-à-dire ces espaces-là de promenade ou les espaces extérieurs littéraux ont été abandonnés. Mais actuellement, ils sont en vogue. Et dernièrement, nous avons assisté chez nous à une thèse de recherche qui a abordé uniquement les phares de côtières. Donc il y a, si vous voulez, cet intéressement de la prise en charge des espaces littéraux. Donc, je le répète, c'est un travail intéressant. À travers le travail de recherche mené par la candidate, cette dernière se fixe comme mission principale la compréhension d'évaluation de la qualité des espaces publics sous l'optique de la durabilité cas d'aménagement du front de mer Al-Jabra. Et là, je vais revenir, puisqu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez exposé, ce qui existe au niveau de notre... devant nos yeux, ce n'est pas le même titre. Ce n'est pas le même titre. Je vais revenir au niveau des remarques. Donc, sur le plan formel,
le manuscrit est un document d'une organisation acceptable, avec une écriture lisible, une langue aussi passionnée, hein, mais compliquée, qui reste accessible sur certaines parties qui nécessitent c'est-à-dire des informations qu'on doit accompagner pour qu'on puisse connaître, par exemple, sur tous les formules que vous avez données au niveau des tableaux. Moi, j'ai mis du temps pour c'est-à-dire les avoir, comment vous avez calculé au niveau des indicateurs et tout ça. Moi, j'ai aimé qu'à côté, ou plutôt en parallèle, il y a des explications. Ceci ne diminue pas, il y a ni le niveau de votre travail. Moi, je l'apprécie. Je l'apprécie par rapport à, c'est-à-dire par rapport à ce que demande un doctorat en 3e cycle. C'est-à-dire qu'il répond amplement, hein, c'est-à-dire aux critères d'un doctorat de 3e cycle. Voilà, vous avez accompagné aussi votre document par des illustrations pertinentes et bien commentées, bien que diminuées par des fois par une faible résolution. Ça ne gêne pas, mais des fois c'est le tirage qui fait défaut. Donc, en somme, ce manuscrit constitue un document précieux pour les étudiants et les chercheurs, tout à fait logique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il se caractérise par, je dirais, par la problématique en elle-même, se caractérise par cette originalité. Je ne sais pas. Peut-être, je ne dirais pas le premier, parce que si en lisant l'état de l'art, hein, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur aussi les espaces extérieurs, mais au niveau des espaces extérieurs qui sont sur la côte, peut-être c'est surtout chez nous, hein, ailleurs, je ne sais pas. Voilà, sans tarder, je passe le plan forme. La problématique tourne autour de l'analyse et l'évaluation de la satisfaction des usagers dans la baie algéroise sous l'optique, bien sûr, de la durabilité. Ce thème stratégique a été abordé par la candidate et j'ai lu à travers vos documents que vraiment vous avez mis beaucoup de temps avec, vous l'avez fait à cœur. Ça, je vous remercie parce qu'il y a beaucoup d'investigations et beaucoup d'informations, que ce soit dans la littérature ou dans le travail d'investigation sur le terrain. Travailler sur une baie, par exemple, pareil, ramasser, collecter les informations, surtout peut-être votre travail à concilier avec le Covid-19, donc c'est pas facile. Cependant, si la problématique, par exemple, est bien posée, il me semble qu'il y a des insuffisances quelque part dans l'utilisation des outils méthodologiques. Bien sûr, sans revenir sur les objectifs visés par cette thèse, bon, je peux citer quelque chose qui est très important, c'est d'explorer les différentes approches qui ont été étudiées, la qualité, ou plutôt qui ont étudié la qualité des espaces publics en général pour choisir l'approche adéquate qui sera utilisée dans l'étude de la qualité des promenades. Là, pourquoi je cite cet objectif-là? Parce qu'il a été travaillé, parce que vous avez atteint cet objectif-là, à travers l'énumération, par exemple, des différentes approches que vous avez citées. Pour la méthodologie, pour atteindre son objectif, la candidate a adopté une approche articulée en deux phases du texte. Ça, c'est classique, on le connaît. Et là, j'invite mes collègues, peut-être, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas un moyen je ne dirais pas d'inventer, de structurer, par exemple, la thèse autrement. Je dirais autrement sans dire autre chose. Parce que toujours, il y a phase théorique, phase analytique, phase théorique, phase analytique. C'est vrai qu'on doit passer par, c'est-à-dire l'approche théorique, et on doit passer par l'approche. Mais je dirais, toute thèse, il y avait 2 semaines hein, où on a passé la mienne, hein, où j'ai encadré, c'est la même chose. Je dirais peut-être on doit réfléchir sur la lecture des thèses d'une manière autre que ça. Voilà.
Donc, et je sais, votre méthodologie s'est appuyée sur une multitude de techniques et d'outils que vous avez utilisés dans votre... en l'occurrence, l'observation, l'entretien, KEP, et non pas GEP, général, le formulaire, plutôt l'enquête, et l'analyse de contenu. Bon, je ne vais pas revenir sur les sources. Bon, les sources, mon collègue a déjà parlé là-dessus. C'est vrai, il y a des sources qui se caractérisent par, c'est-à-dire, ils sont récentes. Hein. Vous avez utilisé 92 références pour une thèse de 115. Je pense que c'est suffisant, hein, c'est suffisant à mon avis. Elle est variée, cette bibliographie ou ces références-là. Nous avons les ouvrages, les articles, et ainsi de suite. Je passe, je dirais, aux remarques. On remarque. Il y a plusieurs remarques. Et je vais parler de certains, même, c'est-à-dire dans le sens où ils ne sont pas classés, mais je vais commencer par les formels. Ça, c'est très important. Monsieur Charité nous a parlé des sources. Faites attention. Moi, j'ai trouvé beaucoup de figures, surtout, par exemple, les figures, les kénines, hein, les figures des kénines à la baie, avec les différentes, je sais, vous avez travaillé là-dessus. C'est très simple. La source gueule, hein, X, traité par l'auteur. Non, c'est auteur 2022-2023, directement. Alors que les figures, je sais, à l'époque, ils ont beaucoup utilisé. D'accord? Vous avez, par exemple, au niveau de les sources, on passe sur 78. Il y a carrément, vous avez cité le nom et le prénom, il n'y a pas de date. Il faut faire une lecture concernant votre document et vous allez voir, vous allez détecter, c'est concernant les ressources. Par exemple, les tableaux, maintenant. Les tableaux, vous avez deux présentations superposées. Des fois, le titre, mais il faut, la source. Ou des fois, le titre, mais il faut, le tableau, c'est la source. Généralement, le titre, mais il faut, la source, il faut unifier la présentation. Ça, c'est... oui. Je reviens aussi sur la présentation des graphes. La présentation des graphes, et surtout en chapitre 4, vous utilisez des fois des radars, hein, et des fois des histogrammes. Bon, juste la page classe où vous avez utilisé. Là, ce n'est pas des fautes. C'est pour rendre, c'est-à-dire votre document en harmonie. Donc il faut bien harmoniser vos graphes. Regardez aussi dans votre chapitre du terrain, il y a tous les paragraphes, quand vous dites la lecture du graphe, numéro, mais il n'y a pas de numéro. Dans le chapitre, je pense 4, nous, la lecture du graphe, numéro, pas de numéro. Mais cache. Donc il y a plusieurs paragraphes, mais cache. Donc il faut faire attention à cela.
Maintenant, je reviens sur la méthodologie. Et avant de commencer sur la méthodologie, est-ce qu'on peut avoir ce changement de titre, une explication de votre part ou l'explication de votre encadreur, ou là, les responsables de la thèse? Est-ce que d'abord il y a un changement? Il y a un changement? Nous avons fait une demande pour changer le titre, l'intitulé de la thèse. À quel niveau? أنا ما راح ندخل في الإدارة. À quel niveau que c'est? Lors du dépôt de la thèse, nous avons fait une demande pour changer l'intitulé. C'est bon. Ça, c'est C'est monsieur. bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est. Le moment, c'est fait. Conseil. هذيك هي الصحيحة. هذه صحيح، هذا هو الصحيح. اللي existe pour la thèse, c'est le même titre. يوسف سامحوني. كيف في ناس تحطي هذا هو خرجك كونسي سيانتيفيك عطيناك التيتر هذا. انت راح تحتاج التيتر جديد. دوك لا تيز تحتاج جديده. Avec le nouveau التيتر تاعك كونسي سيانتيفيك ها. Ça y est, il est approuvé par le conseil scientifique, donc il est passé. Non mais pardon. Et c'est pas celui-là, monsieur. C'est vrai. On se retrouve avec. Pardon les Guelmi. Pardon les Guelmi. Vous avez l'information, mais moi je n'ai pas l'information. Mais c'est déjà c'est fait, c'est ok, c'est pas trop. Nous on demande la raison et on n'est pas contre. Mais seulement, une fois il a été validé par le conseil scientifique, c'est très simple. Il faut accompagner votre date avec la lettre explicative pourquoi. Pour tous les experts. Pour tous les experts. Tous les experts. On va voir, on va arriver sur ça. C'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire que le titre le plus approprié pour moi, parce que j'ai lu la thèse de A à Z. Le plus approprié, c'est celui-là. C'est ce que j'ai entre mes mains. Parce qu'il parle de l'évaluation de la qualité. Même l'évaluation, on la trouve un peu partout. Dans l'hypothèse, on la trouve. Dans la thèse, on la trouve. Donc, je dirais, ça c'est votre choix avec vos encadreurs, loin de là. Mais ça, c'est mon avis. L'évaluation, je pense qu'elle doit être réalisée, c'est-à-dire figurer au niveau du titre que vous avez donné maintenant. Ça, c'est une proposition. D'accord? Voilà. Revenons maintenant sur certaines choses. D'abord par l'état d'art. حملني شوية يا أستاذ معليش. قدرش نضرب بزاف راني نحط حملني شوية برك. جو vais être يعني bref. معليش مسيو عبد هذاك النهار حطيتي 6 سوايع. سامحيني, je reviens sur l'état de l'art. L'état de l'art, je le vois. C'est-à-dire que vous avez balayé les différents travaux, les différents... Mais ce qui manquait, à mon avis, c'est cette analogie entre les différentes approches. Est-ce que ces approches-là ont un point commun ou là ils se divergent quelque part? En principe, dans ce genre de travail, à ma connaissance, c'est qu'on termine par une analogie entre les différentes, même si vous avez choisi à la fin d'adopter par exemple l'approche l'ITIHA, deux approches en même temps, subjective et objective. Il n'y a pas de problème. Mais de faire une analogie, ça sera mieux. Analogie, c'est une comparaison entre les différentes approches. Les outils. Les outils. Les outils, vous avez parlé des méthodes, des techniques, tout ce que vous voulez. Vous avez parlé de l'analyse de contenu.
vous avez défini les différents, par exemple, et là, je dirais, pourquoi il y a beaucoup de paragraphes théoriques concernant, par exemple, la définition de l'observation, la définition des différents types de l'observation, l'entretien, les questionnaires et tout ça. Moi, je pense que toutes ces théories-là, vous les avez fait déjà en première année, même peut-être avec M. Lazeri. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre, je dirais, la théorie au niveau de la thèse. Saraï. Je dis toujours mon humble avis. Je reviens sur la méthode, l'analyse de contenu. Moi, je pense qu'elle a bénéficié d'une citation au niveau de la problématique et de 2 paragraphes au niveau de la méthodologie, la partie réservée à la méthodologie. Mais, c'est-à-dire comment elle a été utilisée, les résultats obtenus par la méthode analyse de contenu, elle est complètement absente. Sauf que même je vais enlever de votre document, il ne sera pas, c'est-à-dire handicapé votre document. Il ne sera pas. Parce que aucune, c'est-à-dire référence, c'est-à-dire aucun travail, aucun résultat par rapport à cette technique. D'accord? Je reviens sur le questionnaire. Vous avez fait l'échantillonnage. D'accord? L'échantillonnage, vous l'avez déterminé en 287, le 297. 271, voilà, ça, vous l'avez déterminé par rapport aux les usagers. Et par rapport aux professionnels, il est complètement absent. Professionnel n'existe pas. Vous avez parlé des boîtes. Hein? Vous avez, par exemple, contacté X ou Y comme structure ou société, ainsi de suite. Mais, même sur le plan, c'est-à-dire dépouillement, les résultats relatifs, par exemple, là, ça, on ne le voit pas. Je reviens sur, par exemple, l'utilisation de l'SPSS. L'SPSS, vous avez... L'SPSS, l'utilisation, elle te permet de faire l'analyse des données de votre réalité, c'est-à-dire enquête, les différentes, par exemple, l'analyse bivariée, constabulation, factorielle, et ainsi de suite. Vous avez parlé de multivarié. Multivarié, à travers quand on fait, par exemple, une analyse pareille, c'est sûr, elle nous amène vers la détermination du degré de signification des 2 variables. Et là, il est complètement absent. Donc, on ne peut pas parler de multivarié et l'utilisation de l'SPSS. Je vais terminer par quelque chose qui est très important et qui revient. Pas chez vous, il revient partout. Ça, les gens, c'est-à-dire, il met beaucoup de temps dans l'utilisation, l'étude, par exemple, de l'état de l'art, mais l'état de l'art, une fois on passe, par exemple, le travail de terrain, il est complètement oublié. Regardez, dans votre cas, vous avez fait plusieurs approches, et vous avez opté, je pense, pour 2, ou là, avec Tahaji et l'autre. Vous avez trouvé des résultats, mais aucune comparaison par rapport aux résultats obtenus par les approches précédentes. Et la grille des indicateurs que vous avez utilisés, vous n'avez pas pris, c'est-à-dire la grille telle qu'elle est proposée, ou plutôt étudiée chez certains. C'est mieux, vous avez adapté certains indicateurs par rapport à votre contexte. Ok, mais comment et pourquoi, et quelle était, par exemple, l'influence? Ça aussi ne sort pas. Ce que, en résumé, je trouve qu'il y a beaucoup de travail scientifique. Hein. Je le qualifie scientifique, ça c'est sûr. Mais malheureusement, bon, c'est-à-dire les résultats, c'est-à-dire présentés, ben, ils sont, je ne dirais pas, il manque cet approfondissement
dans, par exemple, l'interprétation, dans la discussion, tout ça. C'est vrai que vous allez donner des taux. Ça s'arrête là. Pourquoi? Pourquoi? Et dans tous les cas, ce que j'avance, il ne diminuera rien à votre travail, que personnellement, je vous remercie énormément pour un travail pareil qui se caractérise bien sûr par cette passion, par cet engouement. Je vous remercie énormément. Merci, madame. Voilà. Merci, monsieur le professeur Issa Hamoud, merci. Voilà. Merci, monsieur le professeur Issa Hamoud, pour vos observations. Elles étaient pertinentes, certes. Quelques-unes, elles sont aussi, je dirais, pointues, assez pointues pour la taille d'un doctorat LMD, surtout en termes de méthodologie. Là, il vous parle de doctorat d'État, hein, pas RMD. RMD, c'est 4 ans, doctorat d'État, c'est au-delà. Donc, c'est la taille, le volume alloué à la recherche, le volume horaire alloué, c'est tout. Alloué à la recherche. C'est juste un doctorat LMD, c'est un essai méthodologique, un petit essai méthodologique concernant la recherche, pour justement adhérer et faire, je dirais, campagne avec les chercheurs seniors. Monsieur Mahmoud, c'est un chercheur pas senior, vétéran en plus. Moi, vétéran. Pourquoi? Parce que c'est 45 ans, 40 ans d'expérience. Donc, à peu près, tu as la barre, concernant les observations méthodologiques. Moi, j'adhère pleinement. Au niveau de la méthodologie, moi, je reviens sur ce thème. Au niveau de la méthodologie, c'est important. La doctorante, tout à l'heure, elle a cité. Le professeur Viviani, 40 ans. Là, la 40 ans, il n'est pas périmé, il est mûrement adulte. Hein. Donc, je veux revenir sur la méthodologie. Moi, au niveau de la méthodologie, les remarques, j'adhère pleinement. Sauf que en science, on peut aborder les méthodes d'approche, la diversité des méthodes d'approche, il y en a tellement, mais les plus académiques, les plus justes, les plus, je dirais, usinées chez les chercheurs, chez les experts chercheurs, et surtout en termes d'initiation à la recherche et en termes aussi de doctorat, elles sont académiques, on ne peut pas sortir. Il y a 2, et non pas 3 et 4, qui est hypothético-déductif et qui est la méthode inductive. La vôtre, c'est la première. Aucun 2 types de recherche. Recherche fondamentale, qui s'appuie sur le creuset théorique, l'académique, et le deuxième type de recherche, c'est la recherche expérimentale. Votre sujet expérimental. Là, c'est les méthodologies d'approche, pas la recherche. La recherche, moi je parle de recherche de quoi? De discipline, en termes d'objets de recherche en discipline. En discipline, il y a 2. Il y a l'académique et il y a l'expérimental. Le fondamental et l'expérimental. Il y a l'historique, il y a l'expérimental. L'historique, c'est plutôt versé sur soit l'anthropologie, soit les sciences humaines. Mais le plus important chez nous, les scientifiques et surtout les scientifiques qui sont un peu, qui sont un peu sur tout ce qui est physique palpable, c'est l'expérimental et c'est le fondamental théorique. Le théorique, c'est l'expérimental qui prime surtout votre thème. Il est entre, je dirais, 60%, 70% c'est expérimental, 30% c'est un peu l'académique. Que j'adhère pleinement aussi avec Issa Hamoud, notre cher professeur, sur l'observation, l'idée tout à l'heure, sur, je dirais, l'éclipse en termes de recherche épistémologique. Lorsqu'on définit quelques concepts, on doit y aller sur la chronologie et comparer les différents chercheurs. Parce que les chercheurs, lorsqu'ils travaillent sur un objet de recherche, ils ne l'acceptent pas en tant que tel. Ils ne l'acceptent pas, faire la première définition sur le premier auteur ou le premier expert. Non!
Sinon, la recherche, on ferme la porte. Donc, on essaye toujours d'innover, d'améliorer, d'ouvrir encore des pistes de recherche concernant ce concept. Et là, une absence totale concernant la recherche épistémologique, concernant les notions. Si jamais il y a des définitions, on ne fait pas ces définitions rien que pour les avoir. Parce que c'est un savoir qui a été déjà consommé. À vous de trouver ce qu'on appelle la dialectique entre expert et expert, concernant déjà son volet expertise. Lorsque le chercheur lui à l'autre, il expertise où il essaye de décrypter les dessous ou les faces cachées de tel concept. C'est pour ça on dit l'état de l'art. L'état de l'art, on ne le fait pas pour orner ou bien garnir la recherche. Non, c'est pour améliorer les concepts fichés, contextualiser. On essaie de les contextualiser dans leur temps. Parce qu'un objet de recherche, un concept qui date de son temps, n'est pas vu de la même manière par les chercheurs actuellement. Il y a toute une chronologie, toute une évolution, toute cette innovation, c'est à vous de le décrypter. À travers quoi? À travers votre écriture rédactionnelle. Concernant quoi? Concernant cet objet de recherche. Adorez fort quand on vous demande, cherchez quelques analogies entre les concepts. C'est cette analogie qu'on veut. Moi, je les adhère pleinement avec ça, avec cet axe. Moi, je vais revenir sur une chose qui est importante. Le sujet, votre sujet, il est pertinent, d'actualité. Sauf que, moi, je ne parle pas du document. Je suis avec tous mes confrères et consoeurs lorsqu'il y a une qualité de travail. Il y a aussi une connaissance scientifique importante. Vous êtes la première qui a travaillé sur aussi à Guelma. C'est la première doctorante qui travaille sur un espace qui donne sur le front de mer. C'est important d'investir ces espaces urbains publics qui donnent sur le front de mer. C'est important. Mais moi, je vais, à part la qualité du travail, moi, je vais revenir sur quelques points qui sont, pour moi, très pertinents sur ce sujet. Le premier point, vous savez que les améliorations urbaines, où tu as démarré en Algérie, c'est ça le contexte qu'il faut. On a toujours fait les recherches, tout type de recherche. Il y a un volet qui est important, la réglementation. Une absence totale sur beaucoup de choses qui se sont faites sur l'urbanisme en termes de loi et de règlements concernant les espaces urbains. Tellement. Votre document, le document saute. Il est là. Il est là. Là-bas. Oui. Pardon. Une minute, s'il vous plaît. Je reviens sur. Il y a là, pardon. C'est les aléas, je le sais. C'est les aléas de la technologie. Je vois à peu près, c'est des contraintes. C'est une contrainte. Je reviens sur le document. Donc, à peu près, il y a un petit volet qui manque. La réglementation en vigueur concernant les innovations, les réaménagements, tout type d'intervention sur l'espace urbain public. Pas forcément les espaces urbains publics en général, et spécifiquement sur les fronts de mer. Parce que, les types d'aménagement sur le front de mer d'Alger, pour avoir de l'argent et investir sur les aménagements, l'État demande un cahier de charge. Où est le cahier de charge? L'offre de service, il faut à peu près à quel niveau est-ce que... Parce que tout acte construit dans le cadre bâti est institué par une ordonnance. On aménager. Il me faut un justificatif écrit, réglementaire. Sinon, je ne peux pas, ni Mir, ni Duche, ni Wahdi peut organiser tout ça. Là, c'est ces documents. Est-ce que vous avez réussi à avoir ces documents? Non. C'est un point. C'est le point, le hic qui manque à votre architecture du document. Il n'y avait pas de cahier de charge. Là. Impossible.
on ne peut pas débloquer de l'argent pour aménager sans avoir de cahier de charge. Ça n'existe pas, il y a impossible. Impossible. Aucun sou sans ordonnance. Sans ordonnancement, oui. Par exemple, une telle opération, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une proposition. Donc, par exemple, ce que vous avez dit, c'est comment elle est inscrite. Oui. Toutes les étapes. Les étapes d'inscription, je n'arrive pas parler de l'équipe d'intervention, parce que là. C'est le grand projet urbain, elle a été effectuée à la base de nos postes. Là, mais il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante. Tout acte d'urbanisme, qu'il soit, يكون cadre bâti, fait office de quoi? D'un ordonnancement, de planification ordonnancement, où il où est-ce qu'il est? Il est absent. Moi, je ne rentre pas dans ces détails, malgré que c'est un point fort, très fort. Ça arrive à peu près les limites d'aménagement, parce que ce que vous voyez comme aménagement, conception et réalisation, c'est fonction de quoi? Fonction de l'argent alloué à ces opérations. Qui dit que moi j'ai que 400 millions, il ne faut pas dépasser les 400 millions. Qu'il faut qu'il s'agisse d'un règlement, il ne faut pas le dépasser. Donc je reste dans la limite. Et je dirais un des points faibles de l'aménagement, de la conception, de la réalisation, ou bien de l'esthétique, un des points faibles, c'est dû à quoi? À tel problème de finance, problème de financement, problème de... Et parmi des contraintes importantes, où il y a des pistes de recherche concernant l'ouverture de ces types je dirais, de planification, soit financière, soit tout acte d'aménagement. Moi, ça, c'est un point important qu'il ne faut pas négliger. Parce que tout chercheur, donc surtout les doctorats en LMD, ils auront directement des objets de recherche qui sont loin de les associer à l'administrateur ou bien de les associer déjà au contrat existant déjà chez d'autres institutions, qu'il faut se pencher sur ce volet. Deuxième problème que les acteurs conjointement il peut aussi générer, vous savez qu'en 2010, il y a eu une visite à vice-secrétaire général de l'ONU, les Hakim ONU Habitat. C'est un Espagnol, ou le vice-secrétaire de l'ONU, de Barcelone, il est biologiste. Et il est venu en Algérie où j'appelle le classement du statut des villes méditerranéennes, Kamel. Eh bien, Alger était classé 187e position par rapport aux villes méditerranéennes. Dans le bassin méditerranéen. 187e. Il te met le président, plus toute la commission, le miroir en face. À votre classement. Vos villes sont déclassées par rapport au reste des villes côtières. Faites des efforts. Et c'est de là a émergé l'idée d'embellir les abords d'Alger et le centre-ville d'Alger. Et les opérations qui se sont succédées à travers toutes les villes, Alger, Tlemcen, Constantine, amélioration urbaine. Déjà le projet, l'ONU a investi, a donné de l'argent en 2004 à des formations au Canada et en Allemagne pour les techniciens, les Khalif pour ce type. Et le constat de la connaissance d'un doctorat sur ce thème de recherche. Où sont ces matières? Surtout les défauts, les carences, les déficiences en termes de compilation d'informations concernant ces travaux de recherche. Un des objectifs de cette recherche, c'est la mise en exergue de quoi? De ces défis annoncés à l'Algérie en 2010 par le vice-secrétaire général de l'ONU, ONU Habitat. Les Haberg, attention, faites attention à vos villes. Ils sont déclassés, ils déclassent de plus en plus. Faites attention. Et c'est ça où de la pertinence de votre sujet se mesure à ces défis.
des opportunités, générer de nouveau. Ces deux volets sont importants dans cette recherche. Sont importants, ils sont absents. Essayez, ONU Habitat, l'amélioration urbaine en Algérie, toute la recherche, toute la connaissance, et essayez de l'ajouter, quitte en annexe, le document en annexe, pour donner plus de poids à votre projet de recherche. C'est important. C'est très important. Moi, je reviens à concernant une observation en deux, le travail de recherche, et on arrête avec ça, je pense, si jamais vous n'avez pas de questions. Moi, je vais revenir sur la page 92, je pense. Tout à l'heure, je vais revenir sur... je fixe là, une minute. Un. Ouais. 92, là. Entrée. Je reviens en haut. C'est la page 90, 92 possible. Mais c'est... 92. Là, un autre tableau, c'est 80. Essayez de nous ramener réellement la méthodologie la page 92, un schéma, la méthodologie d'approche. Elle est importante. C'est la clé de voûte de votre recherche et elle est bien exprimée. On va revenir là, s'il vous plaît. Le schéma de l'approche méthodologique utilisée pour le document. Je ne sais pas, je l'ai perdu quelqu'un. Non, c'est pas ça là. Il existe, il est là, le document. Et je donne là, s'il vous plaît, si vous avez ce document. Voilà. La construction de la méthodologie. La construction. Elle est en jaune, quand même. La page, elle est en jaune. Les derniers documents, si c'est possible. C'est 99. 99, pas 92. 99, s'il vous plaît. Pour mes consoeurs et mes confrères. C'est 99. L'approche méthodologique mixte. Le modèle séquentiel exploratoire. Ça, c'est important. Ça, c'est... J'arrive pas. Pourquoi vous l'imbriquez? Si jamais je veux l'utiliser, la méthodologie, là où la construction du modèle, ou de la démarche méthodologique, je préfère celle-là, la structure de la thèse. La page 99. On a présenté au niveau de l'exposé. Je vais l'exposer, mais brièvement. Essayez de... L'autre méthode de la structure de la thèse, qui n'a rien à voir avec ça, parce que l'autre est générale, là c'est spécifique, et elle est plus en détail. C'est le même tableau. Allez-y, là c'est explicatif. Moi je vais revenir sur ça, sur l'approche méthodologique. 99. C'est là. Arrêtez là. Sur cette approche. Là c'est important. Elle dit, c'est la structure, pas du document, mais la structure de la recherche en entière. Et ça, c'est important. Là, on voit, on sent, quelque part, il y a un travail de fond concernant votre approche utilisée dans ce thème. Là, vous avez les pistes allouées, utilisées, l'approche qualitative, l'approche quantitative, les résultats. Les résultats, discussion, plus les pistes. Ce qui manque, c'est les pistes de recherche que vous avez. Attention qu'il y a une chose là. Moi, je ne sais pas laquelle mes confrères, mes consoeurs adhèrent, mais on recherche, on ferme pas la porte si jamais on fait des propositions concrètes. Les propositions sont des pistes de recherche. Ils n'ont pas des réponses. Ce n'est pas un cahier de charge. Maintenant, j'ai un ODS pour répondre avec un cahier de charge. Parce qu'au niveau de la conclusion, moi je reviens aussi, j'adhère à monsieur, soit docteur Chraïd, plus monsieur le professeur Issa Mahamoud, concernant la conclusion. Au niveau de la conclusion, on ouvre des pistes. D'ailleurs, la conclusion, il y a un processus. Vous l'avez fait pour le document. J'ai aimé le document, j'ai apprécié. Pour la conclusion, on fait un rappel sur la problématique, sur le thème, sur la problématique, sur l'objectif et l'hypothèse, et on aboutit directement sur la conclusion. C'est presque un sommaire de synthèse où on ouvre des brèches
des pistes de recherche louables aux chercheurs futurs, mais pas des propositions. Si on fait des propositions, on ferme la porte à la recherche. Mais je dis là pour améliorer, pour dire que je vais améliorer, je vais faire ça, ça, ça. Non! Ouvre-nous des pistes de recherche pour encore ouvrir d'autres pistes qui n'ont pas été investies. Et que vous, en tant qu'expert, en tant que vous avez terminé et vous avez eu des résultats, comment ouvrir d'autres pistes pour les chercheurs potentiels? C'est dans ce sens qu'il faut travailler. Donc, c'est presque, je dirais, ces observations qui, je dirais, ajoutent une valeur ajoutée à votre travail. Qui m'ont ajouté une valeur ajoutée concernant pas de revenir sur le document. Non, le document c'est bon et c'est fait. À part le titre, lequel on va voir, lequel on va maintenir ce titre parce que moi aussi j'adhère pleinement, c'est une évaluation. Évaluation. Le document, il prend l'évaluation de A à Z. Donc restez dans l'évaluation, c'est important. Je ne sais pas, votre directeur de thèse qui va voir comment il va faire, parce que c'est une évaluation. Évaluation. Pour éviter, lorsqu'on fait des évaluations, pour ne pas tomber dans un rapport d'expertise, parce que beaucoup de chercheurs au doctorat, lorsqu'ils font des évaluations, ils se trompent. Ils vont nous qualifier de quoi? D'experts, d'un rapport d'expertise. Ils n'ont pas une recherche de doctorat. Donc, parce que l'évaluation, c'est quoi? C'est aussi, je dirais, évaluer veut dire directivement, il y a un travail qui va se faire d'expertise, qui est une évaluation. Donc, après, on va juste joindre l'idée d'un rapport, alors que ce n'est pas un rapport, c'est un travail de recherche doctorale. Pour éviter de tomber dans l'erreur de faire un rapport d'expertise, il faut l'armer, il faut l'ouvrir sur d'autres disciplines. Il ne faut pas aussi aller directement aux recommandations et des réponses formelles pour ce qui est comme problème. Et je terminerai avec une autre observation, un défi de jour d'actualité concernant les villes côtières et concernant les aménagements des villes côtières, qui ont plusieurs défis, des multiples, de la durabilité. Et comme l'intitulé parle dans le cadre de durabilité, n'oubliez pas qu'il y a un défi immense. La remontée des eaux. La remontée des eaux, ça pose problème. Toutes les villes méditerranéennes ou toutes les villes qui sont au bord de la mer, déjà Mendorca, ils se préparent pour l'an 2060, où il y aura énormément de remontée d'eau, et qui fait que quelque part, tout type d'aménagement doit répondre. C'est pour ça New York, au bord de New York, qu'il y a des équipements et des services qui longent la baie. Ils les ont rasés, sous pilotis, à l'étage, les services et les commerces. À l'étage, sous pilotis avec des aménagements pour éviter les remontées d'eau. L'océan blanc. Mais la mer Méditerranée, mais l'Italie se prépare, l'Espagne se prépare, la France se prépare. Tunis, ça y est, en catastrophe. Tunis, la capitale, vous avez les hôtels aménagés qui sont au bord de la rive, la mer Méditerranée. Des glissements de terrain. Pourquoi? Parce qu'ils sont construits au bord de la mer, à moins de 30 mètres du rivage. Et qui fait que c'est un défi majeur. Il faut les ajouter, il faut vos analyses lorsque vous faites des enquêtes. Il y a des choses qui sont apparents à l'usager. C'est l'expert qui chauffe, pas l'usager. Un expert chauffe préventif, il chauffe pour le futur. Il ne voit pas, il chauffe qu'est-ce qui va s'annoncer. L'usager me chauffe de la remontée des eaux. Mais lorsqu'on construit tout aussi, ce qu'on appelle c'est des glissements de terrain. Les hôtels, les beaux hôtels, les faits Tunis au bord de la mer, la capitale, ils sont, parce que ça y est, il y a une érosion terrible sous-marine.
Donc il faut voir ces défis majeurs. Parce que lorsqu'on construit, ou on parle de durabilité, ou un projet d'aménagement de durabilité, il faut voir Hedem aussi, parce qu'il pose des défis majeurs pour ce type d'aménagement, ce type de wahab. Voilà. هذا كل ما ينقسم للترافاي moi je dirais travail تاعك excellent rédaction مليحه aussi j'ai apprécié ou rester dans les canons dans le sillage des canons académiques تاع la recherche ou la rédaction d'un document il y a soit le sommaire soit tout ce qui est chapitre 1 chapitre 2 il obéit à ces règles. Je vous remercie pour ça. Moi je vais encore si jamais qu'il y a des rajouts de la part de mes consoeurs et de mes confrères. Sinon, j'arrêterai avec ça et je vous dis, Mathieu, la parole pour répondre à 2-3 questions, si c'est possible, ou quelques observations, et on arrêtera. Allez-y, madame. Je remercie les membres du jury pour leurs remarques et observations très pertinentes. Je commence par l'analogie dans l'état de l'art. Donc, moi, j'ai essayé de faire un état de l'art chronologique. J'ai essayé d'aborder les travaux des auteurs l'un après l'autre. Par exemple, William White, Jean Gell, et jusqu'à arriver à Vikas Mehta et Hadji Lydia. Et j'ai mentionné le point en commun entre tous ces travaux. C'est qu'ils ont traité la qualité de l'espace public, ou bien l'espace public, la notion de l'espace public en général, d'une manière objective. J'ai mentionné ce point en commun. Et après, j'ai continué à citer autres auteurs qui ont travaillé l'espace public d'une manière subjective. J'ai donné le point en commun et le point différent entre les travaux. Et je me suis positionnée par rapport à eux en choisissant l'approche objective et subjective. C'est pour cela que j'ai choisi la méthode CAP, qualité des espaces publics, pour pouvoir évaluer la qualité de l'espace d'une manière objective, et le questionnaire pour pouvoir l'évaluer d'une manière subjective. Et l'évaluation objective et subjective, les deux s'inscrivent sous le volet quantitatif, le deuxième volet de l'approche méthodologique. Oui, allez-y. Puisque vous avez demandé, c'est-à-dire d'aller plus loin c'est-à-dire dans mes remarques par rapport à l'état de l'art. Regardez par exemple, je termine avec mon par rapport à l'état de l'art, j'ai aimé par exemple que, au lieu d'avoir par exemple un seul paragraphe, les approches beaucoup plus un seul paragraphe de je ne sais pas combien de feuilles, 5 ou 6 ou 7. J'ai aimé par exemple, je dis c'est aimé, c'est un point de vue propre, par exemple de les classer suivant l'utilisation des approches objectives ou subjectives, ou plutôt il y a quelqu'un les deux, et de faire une analogie. Ce sera mieux pour la compréhension de l'apport de votre l'état de l'art. J'ai dit que vous avez fait beaucoup de recherches là-dessus, mais au niveau de la représentation et aussi de l'utilisation de l'information qui restait pour moi sur la fin de... D'accord. Merci, monsieur. Pour l'analyse de contenu, toujours avec les résultats obtenus de l'analyse de contenu. Moi, j'ai effectué une analyse de contenu dans l'objectif de faire contextualiser la méthode CAP en choisissant les indicateurs qui peut m'aider pour évaluer la qualité des promenades urbaines littorales spécifiquement. Et j'ai mentionné ça. Et j'ai mis des extraits des grilles d'évaluation multicritères en annexe. Écoutez, c'est-à-dire l'analyse de contenu en elle-même, d'ailleurs, elle est très complexe. Il y a là aussi un protocole. D'accord? Et il s'agit de quelle, par exemple, analyse de contenu? Latent, manifeste. Il y a, si vous voulez, il y a la détermination, par exemple, des catégories, il y a la détermination des unités. C'est ça. Et maintenant, il y a des logiciels qui traitent ça. Ça devient très facile. Auparavant, c'est vraiment très difficile. C'est ça. Justement, moi, je l'ai fait manuellement et j'ai sélectionné juste... demoiselle ou madame, c'est qu'il faut avoir
Il faut déterminer, par exemple, les unités, les catégories pour qu'on puisse les voir et les mettre les résultats dans le document et dans l'annexe les résultats. J'ai sélectionné directement les résultats obtenus. Ouais. C'est bon. Moi, je vais arrêter avec une chose, une seule phrase. Les approches sont diverses. Elles sont plurielles. Possibles, elles sont, pour moi, un autre volet, un autre objectif, une autre optique. Chez d'autres chercheurs, mais le plus important, c'est d'argumenter, de trouver des arguments valables. Et qu'on ait des arguments valables pour justifier votre approche. Pourquoi vous avez choisi ça par rapport à ça et dans quel contexte? La spécificité par rapport à l'Algérie. Parce que si on a fait tous les doctorants, moi je reproche aux doctorants, par respect, que moi je ne sais pas, je suis à côté de la marche d'évolution des innovations numérisées, je suis en marche des innovations pour la simple raison, pour ne pas être robotisé. Parce qu'avec l'allure اللي رايحين فيها en numérique, avec l'allure, la vitesse, plus les approches اللي رايحين بهم, à un moment, on sera dépourvu de toute âme concernant l'INA, de toute âme. Donc, quelque part, il y a des experts qui restent en marge et qui ne veulent pas adhérer. Certes, ils comprennent ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas adhérer parce qu'il y a d'autres soucis qui sont plus importants que mettre des données et laisser l'appareil combiner pour nous ramener des schémas qu'on doit expliquer. Le schéma n'a jamais été, aucune planification sur Terre. Depuis le marxisme, le libéralisme, le droit, aucune planification sur Terre n'a pu ordonner à l'humain comment il vit dans la ville ou bien chez lui. Aucune. Il y a des conflits terribles. Les sociétés mondiales, la preuve, on habite le monde. Pourquoi on fait des décos? Déco d'intérieur, déco extérieur, déco. Pourquoi on fait à chaque fois des aménagements, des innovations? Pourquoi? Parce que c'est des choix. C'est des choix qui sont personnalisés, qui sont sujets à la subjectivité. Et qui fait que l'humain, si jamais il ne fait pas attention, parce que le courant moderne, un des procès de travail, je le vois, expertise contre le courant moderne. Parce que le mot courant moderne, ces espaces, ces servitudes, les no man's land, c'est le courant moderne, parce qu'il ramène un projet, port, aéroport, équipement structurant là, où ils mettent la continuité, la relation entre le dedans et l'extérieur, entre les bancs. C'est le courant moderne. Votre travail vient pour pallier, pour faire des petits correctifs, voilà, concernant la gestion de l'espace et l'aménagement de l'espace. Le procès, c'est pour ça que quelque part, méfiez-vous, malgré que le travail il est bien multifactoriel, multicritère, mais restez sur l'attentif. Moi, je vous conseille de rester sur l'attentif. Ne vous fiez pas aux résultats obtenus par la machine. C'est toujours l'humain. Soyez anthropocentrique. Ou le centre d'intérêt, c'est l'humain. C'est l'humain. Et c'est la règle d'or. Je construis pour l'humain, j'amène pour l'humain. Donc, quelque part, il y a d'autres qu'il faut toucher. Même les trois grands, je dirais, facteurs qui font de l'espace urbain une valeur, une qualité esthétique, qualité architecturale ou la qualité esthétique. C'est quoi? C'est le fonctionnel, c'est le social, sociabilité et socialisation de l'espace. Et c'est le troisième, c'est l'environnemental. Les trois éléments qui constituent le puzzle. Dans le sens et les approches utilisées, faites pas confiance à la machine. Sinon, d'ici l'an 3000, l'humanité, d'ici là, tu es la machine qui commande tout.
et non pas l'humain. J'arrêterai avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter, monsieur le directeur? Voilà, pour dire un mot de fin seulement, c'est-à-dire que donner pleinement raison, professeur, cher confrère, c'est vrai que la machine, c'est un danger qui nous guette dans notre liberté, dans notre intimité. Donc ce sont là les deux éléments sur lesquels il faut se méfier. Avec le comportement de cette machine gigantesque qui vient prendre une grande part de notre intimité et de notre liberté. Et elle va nous guider. Donc il faut se placer maintenant à un peu supérieur par rapport à cet outil infernal, l'intelligence artificielle, et savoir comment se placer au niveau de la synthèse. C'est-à-dire que l'outil nous donne certains résultats, mais nous devons synthétiser selon notre culture et selon notre centre d'intérêt. Parce que il faut que, si on va marcher dans le même sens du courant de cette AI, intelligence artificielle, on va tomber dans le même problème de cette révolution industrielle, parce que l'humanité a connu trois révolutions, une révolution urbaine de l'ordre de l'histoire, là on a inventé l'écriture comptable, et puis la cité-État, et puis la deuxième révolution, c'est la révolution industrielle qui nous a donné l'État-nation, ces villes contemporaines qui deviennent des monstres et énergivores, et puis l'humanité est à la croisée du chemin d'une troisième révolution humaine, c'est la révolution des antiques. Avec cette innovation de l'intelligence artificielle qui va rendre un peu l'homme en substrat, alors qu'il devrait être au supérieur. Et c'est lui qui va gérer le monde, ce n'est pas la machine qui gère le monde. C'est un débat très important. C'est un débat très important qu'il faut le développer et dire comment on va orienter nos recherches futures en utilisant la machine, mais il faut être au supérieur de la machine. C'est-à-dire c'est nous que nous devons synthétiser et discuter les résultats que nous donne la machine seulement. Et je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous rends la parole. Oui. Notre cher professeur a dit où est-ce qu'elle est l'intelligence artificielle. Moi, je redis ça. Les cycles, c'est dans le discours, pas dans la tête. Ces discours veut dire quoi? Que utilisation des cycles, utilisation des SPSS, c'est quoi? C'est des sous-logiciels, c'est des sous-applications qui sont numérisées. Au fur et à mesure, on évolue à un certain moment, nous lions même nos habitudes, même nos comportements spécifiques, individuels, personnalisés, et on lit sous surveillance, et on lit aussi carrément automatisé, et qui fait qu'ils vont être numérisés. C'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, en Europe, ils préparent quoi? Une génération d'architectes. Moi, je vais le dire parce qu'il y a des documentaires, c'est ça, l'intelligence artificielle et habitat. Dans les années futures, ils sont en train déjà de faire des logiciels où ils n'ont pas besoin d'architectes. La domotique. Prochainement, ils ont besoin de maçons et d'artisans. Ils n'ont pas de professionnels qui vont concevoir. Parce que la machine qui va concevoir est la machine qui est une grande imprimante qui va imprimer la maison et le bâtiment. Déjà, il existait en Italie, pour l'habitat rural. Ils sont en train de faire. Allez-y doucement avec les applications. C'est dans le sens d'une discussion seulement. Non, خرجنا le cadre de ça. Ne faites pas beaucoup confiance sur les résultats de la machine. Parce que la machine 1 plus 1 est égal à 2. C'est la dimension sensorielle, la perception sensitive de l'humain. La machine. Et c'est ça qui fait la qualité de l'homme. Et c'est ça qui fait la qualité aussi de l'invention et l'innovation de l'homme. J'arrêterai avec ça et laissez-nous. On va se retirer pour délibérer. Merci madame, merci messieurs, mes confrères et mes confrères.